Voilà de quoi démarrer notre débat. Ce débat, on va l'angler d'une certaine manière. Le principal, c'est de dire, aujourd'hui, les citoyens ont de plus en plus de demandes au niveau du respect des animaux et aussi au niveau du respect de l'environnement et notamment du traitement des déjections animales. Et d'un autre côté, nous voyons que nous perdons des parts de marché sur le porc par rapport à nos concurrents européens et aussi par cet immense concurrent qu'est la Chine. Comment concilier cette réussite économique et toutes ces demandes qui émanent de la part de la société par rapport à l'élevage de porc? Qui veut démarrer le débat? Qui veut prendre la parole en premier? C'est toujours plus difficile, mais ça permet d'enclencher. Bon, ben, j'y vais. C'est bien. Vas-y, Barbara. Oui, non, mais je pensais que Madame Lambert. Alors déjà, merci beaucoup Madame Lambert d'être là. Moi, je suis ravie. Voilà. Et je sais pas comment enclencher le débat, mais je dirais, moi, j'y connais rien, hein, ni en porc, ni en autre chose, ni en quoi que ce soit en agriculture. Euh, les attentes des citoyens, l'exportation, l'importation, c'est vrai que des fois, on arrive à des situations assez contradictoires. Moi, en tant que citoyenne, je me dis, j'essaye d'être cohérente. Si je demande aux éleveurs français, parce que je peux évidemment pas demander quoi que ce soit aux autres éleveurs, hein, si je demande quelque chose aux éleveurs français, à essayer du coup d'acheter quand même de la production française, parce que je pense qu'on est, vu le niveau d'exigence qu'on a, on doit être, enfin je me trompe peut-être, mais on doit être un peu meilleur que d'autres, et donc ce serait dommage de manger du cochon chinois, surtout quand ils sont entassés dans des immeubles, quoi. Voilà. Alors, je vais me jeter à l'eau. Mon élevage ressemble beaucoup à celui de Michael Guillou, que je viens de voir. Je n'avais jamais vu sa vidéo, mais notre élevage est très ressemblant. Vous avez vu qu'il a un t-shirt sur lequel il est marqué le porc français. C'est un logo hexagonal, bleu, blanc, rouge, qui est un petit peu le trait d'union entre les consommateurs et les producteurs que nous sommes, pour que vous puissiez savoir que le porc que vous allez acheter est français. Il faut vraiment qu'il y ait ce logo. S'il y a un drapeau ou s'il y a marqué français, ça ne marche pas. Il n'y a que ce logo-là qui garantit à 100%. Et pour la question que Florence a posée au début, les progrès dans les exploitations agricoles, nous les faisons depuis pas mal d'années, mais au fur et à mesure des modernisations de nos bâtiments. Vous avez vu, chez Michael, c'est très récent, les bétons sont un peu neufs. Hein. Ceux qui ont l'œil expert, peut-être comme Philippe Noyau ou moi, je ne sais pas qui d'autre est là comme agriculteur, on a vu que c'est des bâtiments récents. Quand on fait des bâtiments, on les met au top de la modernité et du bien-être, mais comme les techniques évoluent très vite, parfois 7-8 ans après, ils sont déjà désuets. Donc, il y a une nécessité de renouveler très vite pour améliorer le bien-être. Donc, on progresse progressivement. Et par contre, quand il y a des cours qui s'effondrent ou quand les consommateurs n'achètent plus nos produits, eh bien, on en gagne moins et on peut moins investir. Investir, c'est moderniser, améliorer tout ce qu'on peut dans nos bâtiments. Il y a 20 ans, on parlait beaucoup moins de bien-être animal. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Et chaque fois qu'on construit, c'est comment on fait pour mettre nos animaux dans les meilleures conditions possibles. Et on a même des diagnostics bien-être. Dans notre élevage, on a fait un diagnostic bien-être avec notre coopérative qui s'appelle Tibena. Et c'est un jeune ingénieur étudiant qui est venu, qui a passé 2 heures et demie au milieu des cochons pour étudier leur comportement. Et c'est super intéressant de voir que dans les nouveaux bâtiments, ils sont beaucoup mieux en termes d'ambiance, de température, d'hygrométrie, de sol et tout. Ils courent, ils font les petits fous, ils jouent. On voit qu'ils sont dans des bonnes conditions d'élevage. Merci beaucoup, Christiane. Qui est-ce qui veut rebondir? Peut-être parmi les éleveurs, Adrien, un des Adriens. Ouais, je veux bien prendre la parole. Alors, je ne me suis pas présenté parce que je suis arrivé un peu en retard. Donc, je suis éleveur dans le Sud Finistère et j'ai à peu près le même type d'élevage aussi que Christiane et Michael dans la vidéo. On ne se connaît pas, juste sur Twitter. Voilà, c'est ça. Et dans Port Magazine, je vous ai vu. Je t'ai vu. Merci. Du coup, je voudrais rassurer Barbara sur une chose, c'est qu'il y a peu de chances qu'on mange du cochon chinois parce que pour l'instant, ils sont plutôt importateurs que exportateurs. Et avant qu'ils soient autonomes dans leur consommation, on a pour un petit peu de temps devant nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
pour l'instant, on est relativement compétitif. On est à 107% d'autosuffisance au jour d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on est autonome sur notre production de porc, même s'il y a des échanges avec les pays européens. On exporte un tout petit peu en Chine, mais ce n'est pas forcément l'orientation de nos marchés. Mais grosso modo, voilà, en France, on est à peu près autonome sur notre production, quoi. Et est-ce qu'on produit tout? Parce que moi, j'avais entendu dire que finalement, nous, on produisait des parties qui étaient moins valorisées et que l'Espagne, par exemple, produisait les parties plus valorisées, donc qui ramenaient plus d'argent. On produit tout parce que tous les cochons espagnols ou français sont faits pareil, ils ont 4 pattes. Mais les Français ne consomment pas tout. Et il nous faudrait des cochons à 6 pattes, donc 4 pattes arrière, parce que les Français mangent beaucoup de jambon. Et on n'a pas assez de jambon. Il y a des entreprises qui sont spécialisées en fabrication de jambon et qui donc achètent beaucoup de jambon, essentiellement espagnol, et jambon frais. Et après, peut-être Adrien va décrire le jambon sec espagnol, qui est très bon aussi. La pata negra. Alors, je n'ai pas tellement de chiffres, hein, moi, sur la partie sèche. En jambon frais, on importe, je crois que c'est 25% à peu près des jambons qu'on consomme en France. Donc, aujourd'hui, enfin, pour donner un ordre d'idée, on produit 22,5 millions de cochons en France. Si on voulait autoconsommer nos jambons, il faudrait produire 27 millions de porcs en France. Je ne sais pas si ça parle, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, effectivement, il faudrait des cochons à 4 jambons ou au moins à 3 jambons pour réussir à assouvir notre consommation de jambon. Mais par contre, on va exporter des bas morceaux, donc des jarrets, de la poitrine, ce qu'on consomme un peu moins en France, quoi. Et ce qui est très bien aussi, c'est que les charcutiers, les industriels développent beaucoup d'innovations de produits pour qu'on puisse valoriser l'ensemble du cochon. Parce que le jambon se valorise bien, les Français adorent le jambon blanc, c'est bien qu'il continue. Mais par exemple, sous forme de viande hachée, aujourd'hui le haché à la côte en bœuf, il a aussi la côte en porc, puisque tout ce qui est saucisserie, viande hachée, on voit même des steaks hachés de cochon, c'est un peu sec, mais ça s'améliore énormément. La façon de présenter la viande compte beaucoup, et ça, ce sont des industriels qui peuvent le faire. Vous voyez, les boulettes de viande, par exemple, ce sont des choses qui sont... le soir, c'est hyper vite fait pour les enfants, quelques boulettes de viande et puis des macaronis ou de la purée maison ou mousseline. La praticité est un critère énorme de choix pour augmenter la consommation des produits. Et du coup, est-ce qu'on peut considérer que finalement, la filière porc, c'est une filière qui se porte bien en France? Je veux bien répondre là-dessus. Tout est relatif parce que on est dans une situation qui, en termes de marché, est plutôt saine, puisqu'on on est à 107% d'autosuffisance. On a un gros problème en Europe aujourd'hui, c'est que l'Espagne, en 20 ans, a doublé sa production. L'Allemagne est en gros, l'Allemagne est à 135 ou 140% d'autosuffisance et l'Espagne est à 180%. Ah oui. Jusque-là, l'Espagne exportait beaucoup vers la Chine. Ils ont beaucoup orienté leur marché d'exportation sur la Chine. Et dès que la Chine arrête d'acheter, ces cochons-là, ils restent engorgés sur le marché européen, quoi. Alors nous, Français, bons élèves, on a plutôt bien maîtrisé le rapport entre notre production et notre consommation. Et en fait, on se retrouve pénalisé à cause de la surproduction espagnole et allemande, quoi. D'accord. Et il y a un autre élément, Florence, c'est pour ça que en porc, on n'est pas normand, mais on dit ça dépend. C'est-à-dire que le cochon, le prix du porc est très fluctuant. Oui, on a tous appris ça à l'école, c'était le cycle du porc. Avant, c'était tous les 7 ans. Maintenant, c'est plutôt tous les 3-4 ans. Et là, comme la Chine achète beaucoup moins, le prix, la cotation des porcs a beaucoup baissé. On est à 1,22 € au cadran. On a un cadran cotation à plairage 2 fois par semaine. Alors qu'au mois de juin, on était à 1,54 €. Donc là, on a une chute terrible. Et au même moment, le coût de l'alimentation, c'est-à-dire le blé, le maïs, le soja, augmente énormément. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. La courbe des aliments monte comme ça, la courbe des prix du porc baisse comme ça. Et pour les éleveurs, le pourcentage
des charges consacrées à l'alimentation, c'est 65%. Donc, quand 65% d'un poste charge prend 30% d'augmentation, c'est énorme ce que ça représente. Et c'est pour ça que là, en ce moment, on travaille beaucoup pour essayer d'améliorer, de passer des hausses de prix chez les distributeurs. C'est le moment de la loi alimentation, vous en avez tous entendu parler. On en a parlé à Open Agri-Food aussi. Il faut répercuter nos coûts de production jusqu'au bout et expliquer aux consommateurs que pour manger des cochons français, il faut accepter de les payer un peu plus cher en ce moment parce que l'aliment explose. Mais on a beaucoup de collègues qui étaient en situation de trésorerie un peu délicate, qui ont du mal à payer leurs factures d'aliments aujourd'hui. On en parlait aujourd'hui. J'étais avec des Bretons aujourd'hui, Adrien. J'avais plein de Bretons avec moi. Et c'est vrai qu'on a des copains qui sont en situation délicate en trésorerie. Hein. Est-ce que la solution, c'est pas aussi de développer le manger local? Alors, la solution, c'est le manger local pour les cochons. Déjà, quand on peut avoir les cultures, vous avez vu chez Michael, il a du maïs juste à côté, mais tous les éleveurs n'ont pas des surfaces. On est nombreux maintenant à avoir des surfaces, mais ce n'est pas vrai dans toutes les régions. Quand on peut cultiver nos cultures et les mettre dans la ration, c'est très bien. Mais très peu d'éleveurs sont autonomes à 100%. Et après, on peut vendre localement, certains le font, c'est beaucoup de travail en plus et une sacrée organisation. Mais peut-être il y en a qui le font autour de la table. Est-ce qu'il y a des… Henri, Henri, je voulais prendre la parole. Une des solutions que nous, on a trouvées, donc je suis président de l'association Port Confiance, qui est donc une association d'une 50aine de producteurs appartenant à différentes coopératives, Eureden, Agrial, Terrena. Et on a créé un cahier des charges avec Systému. Et donc, toute une filière s'est montée il y a maintenant à peu près 2 ans. C'est-à-dire que nous avons tout un cahier des charges à tenir et on a une contractualisation sur 5 ans avec Systému. Et donc, au départ des discussions que nous avions eues, c'était M. Papin qui avait participé aux discussions sur la loi Egalim. Et donc, dans notre contractualisation, une partie du prix du porc est indexée sur le prix de l'aliment. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est notre principale charge. Alors, ça ne fait pas tout dans une conjoncture comme aujourd'hui, mais c'est quand même pour nous, éleveurs, un sacré amortisseur. Et 5 ans de contractualisation, c'est significatif. C'est assez long dans ce type de contrat. Donc, ça nous donne de la visibilité et permet aussi d'avoir justement, on a un plan de progrès également qui prend notamment en compte le bien-être animal. Et donc, voilà, de passer plus facilement ces crises et puis de rebondir plus facilement derrière et d'intégrer peut-être plus vite, c'est ce qu'on espère en tout cas, intégrer plus vite le bien-être dans nos investissements. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce focus sur la contractualisation. On sent que c'est quand même un sujet qui monte fort, la contractualisation. On va faire la séquence pub, Henri. J'ai aussi un contrat et mes cochons s'appellent la Nouvelle Agriculture et ils sont aussi chez Super U. Les barquettes sont noires. Les barquettes sont noires. Eh ben, c'est quand même très intéressant d'entendre ça pour Super U parce que finalement, voilà, il y en a un vertueux. Ouais. Ben, dans la famille des distributeurs, certains sont plus à l'écoute des producteurs que d'autres. Ça, c'est indéniable. Mais ce qui est intéressant quand même, et Henri l'a très bien dit, hein, c'est que les éleveurs s'engagent aussi sur un cahier des charges. Oui. Donc, on fait des efforts progressivement, mais quand on a sur 5 ans un contrat et qui prend en compte les coûts de production, ça nous donne de la lisibilité et on peut investir plus facilement en étant plus sûr d'avoir un meilleur prix. Je voudrais rajouter aussi pour faire un petit peu de pub. Vous êtes aussi engagé, aussi en respectant le cahier des charges Bleu Blanc Cœur au niveau de l'alimentation. Très juste. Voilà. Dans mon cahier des charges, c'est pas d'OGM, que du tourteau de colza français, des céréales de territoire, 260 km à la ronde, des graines de lin Bleu Blanc Cœur, biosécurité, bien-être animal, et après ça fait des super bons cochons, et oui, ils ont du Bleu Blanc Cœur. Merci beaucoup. Est-ce que les citoyens qui sont là veulent réagir? Pierre, Max, Mathis. Ah bah Mathis a levé la main. Mathis. Oui, bah du coup, j'ai essayé d'apporter un peu mon point de vue de jeune et mon point de vue de citoyen en même temps. Donc, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la jeunesse, que on prend conscience de beaucoup de choses. Et donc, surtout le bien-être, c'est vachement important pour nous.
le bien-être animal. Donc pour l'instant, comme on l'a dit, l'élevage sur caillebotis, c'est quand même le premier type d'élevage en France pour le porc. Et donc on se dit que quand un porc quand même passe toute sa vie à l'intérieur, sans même, enfin, là on va sur l'élevage un peu moderne, les conditions ne sont pas trop mal, mais enfin le porc ne voit jamais le jour. Et donc en fait, il est élevé dans un bâtiment. Juste pour être tué sans voir le jour. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du bien-être animal? C'est une question qui se pose. C'est quand même, on dit toujours dans de l'élevage intensif. Il y a quand même plus de 50% de la production de porc qui se fait en Bretagne. Quand on se dit qu'il y a autant de concentration, ça ne peut que être intensif. Et on connaît les impacts de l'élevage intensif. Donc, déjà sur le bien-être animal, et puis au niveau environnemental, du coup, on en a parlé. Donc, je pense, j'espère que quelques-uns ont lu cette super BD, Les algues vertes. Je ne sais pas si tous les éleveurs l'ont lu, mais voilà, enfin, c'est quand même assez scandaleux ce qui se passe en Bretagne. C'est quand on voit la destruction environnementale que cause l'élevage de porc et puis l'élevage en général, c'est un scandale. Et quand on voit que les personnes qui essayent d'alerter là-dessus, en fait, se font menacer derrière, ou bien quand on voit que, par exemple, des associations comme L214 essayent de mettre en avant les manquements au bien-être animal, les manquements même parfois à l'obligation légale, qu'ils essayent de mettre ça en avant. Donc, c'est des lanceurs d'alerte. Donc, effectivement, ce qu'ils font, c'est s'infiltrer dans des élevages. Donc, ce n'est pas forcément légal. Mais en attendant, s'ils ne faisaient pas ça, nous, citoyens, on ne pourrait pas savoir ce qui se passe dans ces élevages parce que ce sont des bâtiments fermés. Et toutes les semaines, presque, on voit des nouvelles vidéos. Et c'est encore une fois scandaleux de voir les conditions dans certains élevages. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est quand on voit que derrière, on essaye de limiter ces lanceurs d'alerte, quand on a des cellules, des cellules d'émetteurs, ou quand on essaye d'empêcher ces gens-là de faire leur boulot, en fait, on voit qu'il y a quand même des pressions qui sont autour pour nous empêcher, nous, citoyens, de voir ce qui se passe effectivement. Et donc, moi, en tant que jeune, en tant que citoyen, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et ce qui se passe au niveau porcin, effectivement, c'est pas normal. Donc, effectivement, si on veut améliorer toutes les conditions, il va falloir qu'on en mange moins. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est au niveau environnemental, au niveau du bien-être animal. On sait que si on veut respecter certaines choses, il va falloir qu'on diminue notre consommation. Donc, forcément, les prix vont un peu augmenter. Donc, nous, en tant que consommateurs, il va falloir qu'on accepte de consommer moins de viande, moins de porc. Mais de l'autre côté, il faut aussi que les acteurs qui sont dans la filière ne résistent pas, on va dire, à ce changement, comme on peut le voir avec les menus végétariens, où on a certaines personnes qui essayent de lutter contre. Et donc, voilà, donc il y a des choses à faire des deux côtés, mais il y a encore pas mal de scandales autour de cette question et on ne peut pas l'accepter. Merci beaucoup, Mathis. On va donner la parole à Barbara encore du côté citoyen et puis après, on laissera les éleveurs répondre, à moins qu'il y ait un autre citoyen qui veuille aussi intervenir. Et après, évidemment, on va vous donner le droit de réponse. Peut-être que Madame Tallet pourra aussi donner un point de vue d'éthologue sur le sujet. Barbara, à toi. Oui, Florence, oui. Juste, j'ai quelques questions dans le chat, donc je les garde, mais c'était par rapport à ce qu'a dit Mathis. Donc, oui. Une fois que Barbara aura répondu, je vous donnerai les quelques questions du chat Facebook. D'accord, merci. Donc, j'enchaîne sur Mathis. Donc, oui, j'ai lu la BD Algues vertes, forcément, hein, je l'ai lu. Par contre, donc, moi, c'est toujours… c'est hyper à la mode en même temps, mais moi, je ne suis pas les extrêmes. Moi, j'aime bien tout le monde. Alors, je ne suis pas contre le caillebotis, parce que je dis souvent qu'il y a des cochons qui sont mieux sur du caillebotis que certains sur la paille. Moi, je répète, hein, je milite pour personne, je travaille pour personne, mais j'ai déjà vu des cochons sur la paille quand on laisse la paille très longtemps avec les déjections. En plus, sur du béton, ça crée une réaction chimique. Enfin, c'est juste pas possible. C'est même pire. C'est pire que tout. Après, le cochon plein air, c'est vrai, on peut, d'un point de vue idéologique, trouver ça super génial, faire du cochon bio qui a vécu 6 mois en courant, en gambadant. C'est pas sûr et certain qu'il soit forcément plus joyeux parce que chez nous, il pleut à peu près 300 jours par an. Donc, peut-être qu'être au sec, c'est sympa aussi. Et surtout, le problème de ce cochon-là qui a grandi pendant plus de 6 mois en plein air et tout, on est à 50 € le kilo, quoi. À un moment donné, il faut un peu de cohérence. Et c'est vrai qu'il y a une concentration en Bretagne. C'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Je suis entièrement d'accord avec Mathis qu'il faut régler ce problème d'algues vertes. Sauf que moi, je tiens toujours à rappeler que ce n'est pas uniquement un problème
des éleveurs. Il y a une concentration à ce moment-là. Ils ne sont pas eux seuls. Ils ne sont pas eux seuls responsables et surtout pas coupables. Il y a aussi un vrai problème politique. C'est quelque chose qui a été développé au niveau politique. À un moment donné, moi, je suis toujours pour que chacun prenne ses responsabilités, que chacun mette les moyens, donc, que le politique donne les moyens aussi pour traiter, pour répartir du coup géographiquement. C'est vrai qu'il y a des régions où on produit peut-être pas aujourd'hui de cochons qu'on pourrait peut-être, et que ça doit se faire progressivement, mais on peut pas faire porter la charge que au producteur, à l'éleveur, lui dire bon bah aujourd'hui il faut. Et moi je trouve formidable les efforts qui sont faits par une partie des éleveurs bretons, bien sûr, hein, il y a des mauvais partout, mais par une partie des éleveurs bretons, notamment quand c'est censé dans la filière bleu-blanc-cœur ou le porc français avec tout ce qui est fait. Et puis aussi, moi je me méfie un petit peu. Le bien-être animal, j'aime pas tellement. Qu'on traite bien les animaux d'élevage, oui, mais c'est pas le petit toutou à mamie, ni le petit chat qui a jamais mis le nez dehors. Souvent, je crois qu'en tant que citoyen, on a des projections qui sont complètement déconnectées de la réalité et de la vérité de l'animal d'élevage, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Est-ce que parmi les citoyens, quelqu'un voudrait réagir ou je donne la parole à Simon pour qu'il nous fasse part du chat? Peut-être que si je peux me permettre juste de dire un Bien truc. sûr. En fait, moi, ce qui m'interpelle dans ce que j'entends pour l'instant, c'est cette histoire du bien-être animal. En fait, on a l'impression que pour nous, citoyens, c'est vraiment très, très important. Après, j'entends ce que dit Barbara par rapport aux projections qu'on peut faire. Et par contre, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est mon impression, mais dites-moi si je me trompe, mais que par rapport aux producteurs, c'est quelque chose qui est… enfin, voilà, quoi, le cochon, c'est un produit. Il est fait, élevé pour être tué, aller à l'abattoir, etc. Il n'y a pas ce côté. Et donc, en fait, ce que je trouve difficile, c'est que nous, on a tendance à avoir des animaux, et j'ai l'impression que les producteurs, ils voient un produit, et là, je crois qu'il y a une sorte d'incompréhension, et je ne sais pas trop comment, parce que je comprends bien hein, la logique des producteurs, il n'y a pas de… voilà, mais ça c'est quelque chose qui m'interpelle, moi, et je n'ai pas vraiment plus… d'idées sur la question. Voilà. Merci beaucoup, Max. Est-ce que Pierre, tu veux intervenir? Il y a Adrien là-haut. On va donner la parole aux acteurs économiques juste après. Je fais un petit tour des citoyens et après, je vais redonner la parole aux acteurs économiques. Donc, Pierre, pour le moment, je n'ai pas d'intervention. J'aurais simplement deux questions très techniques à poser à Adrien Montefusco et Adrien Simon. Donc, j'attends que le sujet soit abordé en ce qui concerne la castration et la codophagie, terme que je ne connaissais pas. Donc, j'apprends des trucs extrêmement intéressants. J'écoute et j'interviendrai après. D'accord, merci beaucoup. Bon, bah, du coup, Mathis, si tu veux réintervenir, mais très, très brièvement. Justement, Florence, il y avait une question pour Mathis. Oui. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, Romain, qui dit « Est-ce que Mathis peut donner une définition de l'élevage dit intensif ?» Et un autre qui disait « Mathis, je crois que beaucoup d'éleveurs ouvrent leurs portes et que tu pourrais visiter un élevage et te faire ton propre avis. » Voilà, c'était les deux petites informations données par le chat Facebook. C'est visiblement des acteurs économiques peut-être des agriculteurs, oui. Mais, alors, Mathis, je te donne la parole, mais très très vite, parce que tu as déjà pas mal parlé et qu'il faut qu'on donne la parole à tout le monde. Vas-y. Oui, alors, tout d'abord, sur les élevages intensifs, effectivement, déjà, le problème, c'est qu'on n'a pas de définition précise de qu'est-ce qu'un élevage intensif. Mais comme je dis, quand tu vois qu'on a une très grande concentration sur une seule région, qu'on a parfois des immenses bâtiments ou enfin des élevages qui font plusieurs milliers, voire je crois qu'il y en a qui font plusieurs dizaines de milliers de porcs par an, ben on peut se dire que c'est quand même assez intensif. Alors effectivement, on ne va pas avoir une ferme avec les petits cochons qui jouent dans la boue comme on peut en avoir l'image, ça c'est pas possible, mais il y a quand même des choses qui se passent et quand on est à trop grande échelle, ben je pense que c'est ça qu'on peut appeler intensif. Et ensuite, sur la deuxième question, c'était sur, effectivement, on ne voit pas ce qui se passe dans les élevages. Donc, je ne sais pas, enfin, moi, je n'ai jamais eu de proposition. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de venir visiter son élevage, donc je suis ouvert. Je suis bien d'accord de venir visiter un élevage. Mais je pense que le problème, c'est surtout que les gens qui acceptent qu'on vienne voir leur élevage,
ce sont des gens qui font les choses correctement aussi. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que là où il y a les problèmes, on va pas pouvoir y aller. Et là, il n'y a que certaines personnes qui vont, comme des associations comme L214 ou d'autres lanceurs d'alerte. Merci beaucoup, Mathis. Adrien, Simon a levé la main. On ne vous entend pas, Adrien. Je pense que vous n'avez pas votre micro. Ah. Si, j'ai mon micro, non? Vous m'entendez pas? C'est bon, on vous entend. Ok. Ouais, donc je voulais juste répondre à Mathis parce qu'en fait, pour faire un historique de ma ferme, mon père s'est installé en plein air. Donc, a commencé une naissance en plein air. Il faisait du cochon sur paille. Ensuite, on a évolué et maintenant, on est 100% caillebotis. Toutes ces choses qui se sont mises en place, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le bien-être animal n'est pas forcément, plein air ne répond pas forcément à bien-être animal. Il faut bien partager les choses. Il faut savoir que moi, en plein air, j'avais beaucoup plus de pertes de cochons qui mouraient parce que les conditions climatiques en Bretagne sont plutôt pas très bonnes. Et puis, au niveau des déjections, comme il parlait tout à l'heure d'environnement, je suis jeune, je pense, ça se voit un petit peu. Je suis à fond pour protéger l'environnement, pour limiter mon impact sur l'environnement. Et en plein air, je ne récolte pas les déjections de mes cochons. Donc, impossible de mettre de l'engrais naturel avec les déjections de mes cochons sur mes cultures. Donc, j'avais des cultures à côté, il fallait que je mette des produits chimiques, de l'engrais chimique pour nourrir mes cultures, pour après nourrir mes cochons. C'était complètement aberrant, sachant que j'avais des déjections qui étaient dans mon champ de cochons en plein air. Et ensuite, sur paille, en fait, on a fait un test, on avait essayé avec l'IFIP, on avait essayé 2 trucs. On avait un bâtiment sur paille et un bâtiment sur caillebotis. Et on s'est dit, voilà, si le cochon sort avec des preuves de bien-être animal, donc au niveau de la santé, au niveau des aplombs ou autres, des preuves, il nous fallait des preuves, que si la paille est meilleure que le caillebotis, on continuerait sur paille. Et ça n'a pas été le cas, on n'a pas trouvé de différence. Donc, on est parti sur le système caillebotis. Pourquoi on est parti sur le système caillebotis? Tout simplement parce que le cochon est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus facile pour nous de gérer un élevage parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes comme moi qui veulent continuer à devenir éleveurs de porc. Comme Mathis disait tout à l'heure, que les élevages de porc, ça va diminuer et vous allez diminuer fortement. Ne vous inquiétez pas, on diminuera fortement parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes à vouloir s'installer comme moi, malheureusement. Merci beaucoup, Adrien, pour ce témoignage très intéressant. Juste avant de donner la parole à Philippe, je voudrais souligner que finalement, ce témoignage, ça serait bien que tous les citoyens qui militent pour le bien-être animal l'entendent. Parce que tout le monde y va de sa petite histoire et est persuadé que l'élevage en plein air, c'est pour les animaux ce qu'il y a de mieux, que ça, c'est véritablement le bien-être animal. Il faudrait arriver à ce que vous puissiez communiquer ce genre d'informations à la société. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas communiqué. Christiane? Oui, je voulais dire, dans la suite de ce qu'a dit Adrien, quand j'étais agricultrice dans le Cantal, j'avais des porcs en plein air. Et je peux vous dire que quand il y a la pluie, beaucoup, comme en ce moment, ou le froid ou le gel, c'est une catastrophe pour les truies et aussi pour les porcelets. Parce que quand il fait très froid, ils craignent énormément le froid. Les petits porcelets ont des soies très fines sur le dos, donc ils peuvent pas se chauffer. Et même avec beaucoup de paille, ils craignent. Et les truies qui allaitaient leurs petits avaient des gerçures au pied, donc elles les allaitaient très mal parce qu'elles avaient mal et des grosses douleurs. Et c'est des conditions d'élevage, je rejoins ce qu'a dit Adrien, qui sont pas du tout meilleures pour les porcs. Et alors, tout à l'heure, sur la définition d'intensif, on a senti que c'était… Vous avez dit d'ailleurs vous-même, Mathis, il n'y a pas de définition d'intensif. C'est des mots chewing-gum, intensif, extensif, qui sont passés dans le langage courant, mais que trop de gens emploient sans les définir. Il y a beaucoup de porcs en Bretagne, ça ne veut pas dire que c'est intensif. Il y a beaucoup d'éleveurs, c'est une zone dense en agriculture. Il y a beaucoup de jeunes, tant mieux. Mais tous les jeunes qui s'installent aujourd'hui ont des bâtiments bien-être. Tous. Il y a 20 ans, on n'avait pas les solutions techniques. Aujourd'hui, on peut acheter des cases spéciales, des équipements spéciaux pour répondre aux besoins de bien-être. Et donc, notre environnement a évolué pour nous permettre de le faire. Ce que je veux dire aussi, c'est que, et tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est monsieur Max Heiter, je ne sais pas si je le dis comme il faut, le bien-être, c'est… Nous, on a des cochons, c'est des produits, non, les cochons, c'est vivant.
Quand une truie met bas, l'éleveur, il est là. Le lendemain matin, pour s'occuper des porcelets, l'éleveur, il est là. Ce n'est pas des produits, c'est des animaux. Et quand ils meurent, on n'est pas content, pas seulement parce que c'est des cas euros, mais parce que la mort, c'est un échec quand on est éleveur. Et nous, on aime nos animaux, c'est vrai, et j'ose le dire, parce qu'on s'en occupe. Et nous, on développe une corrélation avec les animaux, c'est-à-dire qu'il y a des droits et des devoirs. Moi, mes cochons, ils me permettent de vivre et d'avoir un revenu. Mais pour qu'ils produisent bien et que ça se passe bien, et que l'ambiance soit sereine dans l'élevage, je dois leur apporter tous les soins possibles. Et ça se définit, le bien-être animal, c'est défini par des règles et des réglementations. C'est avoir accès à l'eau, à l'alimentation, à la chaleur, pas de douleur, pas souffrir, pas de peur. Ça, ce sont les besoins fondamentaux qui sont définis et c'est ce qu'on respecte. Donc, on met tout en œuvre pour qu'ils aient tout ça. Et je confirme ce qu'a dit Adrien, ils sont bien mieux en bâtiment que quand il fait des temps ou trop froids ou trop pluvieux ou comme on peut avoir parfois dehors. Mais les vaches aussi, hein. Quand les vaches ont le choix entre dehors et dedans, elles ne sont pas folles. Souvent, elles rentrent quand même se mettre à l'abri aussi. Et puis, il ne faut surtout pas croire tout ce que disent les associations de type L214, parce que l'association L214, c'est une association abolitionniste qui est pour l'arrêt de l'élevage. C'est écrit sur leur site. Donc, leur truc, c'est montrer des trucs horribles pour décourager les gens à manger de la viande. Et puis, ça marche parce qu'ils vont chercher des images épouvantables. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais elles ne sont pas la majorité. Mais comme ils sont des militants d'un sujet, l'animalisme et l'arrêt de l'élevage, ben, ils montrent des trucs épouvantables. Et puis, de toute façon, moi, je ne suis jamais rentrée chez quelqu'un pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans son frigo et s'il mangeait bio quand il disait tous les jours à la télé qu'il fallait acheter bio. Ce n'est pas normal de rentrer de façon illégale dans un élevage ou dans une maison. Hein. Et donc, c'est normal que nos bâtiments soient protégés et qu'on puisse se défendre pour pas que tout le monde ou n'importe qui puisse rentrer. Moi, je ne viendrai jamais chez vous, Mathis, jamais je viendrai chez vous, regardez comment vous vivez, quel est le degré dans votre pièce, si c'est 19 degrés ou 22 degrés. Attention à l'inquisition quand même, mais c'est ça qui est un petit peu problématique. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, Barbara a dit quelque chose de très important, c'est combien ça coûte aussi. Hein. Si la viande de porc est la plus consommée en France, quelle en est la raison? Il faut aussi se poser la question. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'alimentation accessible. Et le porc en fait partie. Merci beaucoup, Christiane. Il y a énormément de mains levées. Emmanuel. Micro. Ah, il n'y a pas de micro. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Christiane. C'est vrai que, surtout sur la définition du bien-être animal, c'est vrai qu'elle a été définie avec 5 libertés qu'a énoncé Christiane tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas tout le temps se focaliser que sur l'environnement, que les vaches soient dehors à l'herbe, les cochons à l'herbe. Voilà. Pour moi, il faut vraiment se concentrer sur le métier d'éleveur. Et quand on regarde la définition des 5 libertés, quand même, c'est d'abord de bien nourrir les animaux, d'avoir une eau de bonne qualité. Ça, c'est important. Et que l'éleveur doit soigner les animaux. S'ils sont malades, eh ben, il faut les soigner. C'est ça qui est important. Et après, il y a aussi, bien sûr, l'espace, qu'ils puissent avoir de l'espace suffisant, ainsi de suite. Mais je trouve qu'on se focalise souvent sur l'environnement, quoi. Et il n'y a pas que ça. Et je reviens aussi avec la petite... Je suis fils d'agriculteur, donc je rejoins aussi ce qu'a dit Adrien tout à l'heure. Moi, j'ai vu mon père, il y a 20 ans, produire des porcs en plein air. Et en effet, les truies, quand elles mettent bas, les porcelets, ils ne sont pas tous vigoureux. Et les plus fragiles, en effet, par rapport à l'humidité ou à l'environnement climatique, en effet, on peut avoir un peu plus de mortalité. Donc, voilà, donc faut faire attention, voilà, quand on parle de bien-être. Merci beaucoup, Emmanuel. Céline, qui n'a pas encore parlé. Oui, moi je voulais rebondir un peu sur ce que dit Emmanuel, sur ce qu'est le bien-être finalement, parce que on a le sentiment que les citoyens ils font un peu une confusion entre le comportement et le bien-être. Le bien-être, ce n'est pas que l'expression du comportement. Bien sûr, dans un élevage en extérieur, on a plus de place, donc plus de comportements variés, plus de possibilités d'exprimer les comportements. Mais les bien-être, c'est 5 libertés, c'est l'absence de faim et de soif. Ça, c'est plus facile de le contrôler quand des animaux sont élevés en bâtiment. On peut même donner exactement ce qu'on veut à manger à tel ou tel animal.
C'est le confort. Alors là, effectivement, le confort thermique, c'est compliqué de le gérer en extérieur, c'est plus facile de le gérer en intérieur. Le confort physique, c'est peut-être plus accessible à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais à l'intérieur, on peut aussi mettre des tapis sur du caillebotis. Il y a plein d'enrichissements que l'on peut apporter aux animaux à l'intérieur pour améliorer leur confort. Il y a aussi la bonne santé. C'est plus facile de gérer la santé des animaux en intérieur qu'en extérieur. Sanitairement, c'est plus facile de les protéger. Donc, il y a plus de problèmes sanitaires sur des élevages en plein air que des élevages en intérieur. Donc, voilà, il faut faire attention de ne pas diaboliser un système par rapport à un autre. Certains sont plus favorables aux expressions du comportement, d'autres sont plus faciles à gérer en termes de santé. C'est toujours aussi... tout est perfectible, bien sûr, mais on peut améliorer les choses, quel que soit le système. Merci beaucoup, Céline. Je vais vous poser une question parce que c'est vraiment votre métier. On n'a pas encore parlé de la castration ou du fait de couper les queues des cochons. C'est quelque chose qui visiblement monte fort dans la société civile, c'est-à-dire que ça... et ça revient quand même un peu à ce que Max disait, c'est-à-dire est-ce que le cochon, c'est considéré... comment on peut se débrouiller avec ces choses-là? Si ce n'est pas fait aujourd'hui, c'est que ça a certainement un coût, en tout cas ce qu'on se dit, c'est peut-être pas forcément très facile à faire. Alors, comment on fait avec tout ça? Déjà, oui, par rapport à ce que disait Max, je pense que ça a été dit un peu par Christiane, il y a une relation qui se crée entre les éleveurs et leurs animaux. Bien sûr, l'objectif, c'est de produire de la viande, mais si l'animal n'est pas bien, et si l'éleveur, c'est le propre de l'éleveur, en fait, d'avoir une relation avec ses animaux et d'essayer de les conduire au mieux. Voilà, le bien-être, c'est aussi un intérêt pour l'éleveur. Je pense qu'il n'y a pas de... Ce ne sont pas des bouts de viande qu'on essaye de faire grossir, c'est vraiment des individus que l'on considère pour les élever au mieux. La castration et la podectomie, donc ça, ce sont des pratiques qui sont douloureuses pour les animaux, c'est sûr, qui ont été faites... Donc, la castration, à l'origine, elle est faite parce qu'il y a des problèmes d'odeur dans la viande des mâles qui ne sont pas castrés. Donc, c'est un problème de qualité de la viande. Et c'est un problème aussi de comportement. Les animaux qui ne sont pas castrés, ils développent des comportements sexuels qui peuvent être blessants. Donc, voilà. Et donc, à partir de janvier, les éleveurs vont anesthésier et analgésier leurs animaux ou choisir d'élever des mâles entiers. On va arrêter ces pratiques douloureuses. Et la codectomie, la raison de la codectomie, c'est parce que les cochons sont très explorateurs et donc ils ont tendance à jouer avec la queue de leurs copains et ça peut dévier aussi en des morsures. Voilà, dès qu'il y a un peu de sang, ça peut devenir agressif. Donc là aussi, c'est une pratique qui est autorisée parce que si on ne la pratique pas, on a des risques de blessures et de mortalité aussi chez les animaux qui sont mordus. Et il y a aussi du stress pour ces animaux-là. Et donc, on travaille aussi avec beaucoup d'éleveurs ou de coopératives pour essayer d'arrêter, de trouver les conditions qui permettraient d'arrêter de couper les queues des cochons. Donc, il y a plein de choses qui sont... Ce que j'ai envie de savoir, pardon, c'est pourquoi on a autorisé à le faire à vif pendant si longtemps, que c'est juste là, aujourd'hui, qu'on s'intéresse à la question et que finalement, c'est quand même une demande de la société civile qui pousse à réfléchir à la douleur que ça peut imposer aux cochons. Non, la réflexion, elle vient aussi en interne, hein, ce n'est pas que la société civile. Hein. Les éleveurs, ils se questionnent sur leurs pratiques au quotidien et elles évoluent. Au départ, il y a quelques années, on était moins sensible aux émotions que peuvent exprimer les animaux et donc, on pratiquait en pensant qu'il n'y avait pas de douleur finalement chez ces animaux. Donc, c'est les connaissances scientifiques qui nous éclairent sur cette douleur. Et la société, elle évolue en même temps que les éleveurs. Donc, nous-mêmes, nous sommes devenus plus sensibles à tout ça. Voilà, c'est une évolution normale de la société qui est étayée par la science. Sans faire d'anthropomorphisme, parce qu'il ne faut surtout pas en faire, mais il y a 20 ans, quand on allait chez son dentiste, il ne vous demandait pas, sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de douleur. La douleur, elle est de moins en moins admise, parce qu'on sait qu'on est capable de la gérer. Dans une autre espèce, par exemple, les bovins, quand on coupe les petits cornillons des veaux pour pas que la corne pousse, parce qu'après, les animaux entre eux peuvent se blesser, se faire des grandes rayures sur le cuir et le cuir est déclassé. Avant, il n'y avait pas d'anesthésie. Maintenant, on fait une anesthésie locale sur le veau et le veau ne souffre pas. Moi, j'ai pratiqué ça, les bourgeonnages, ça s'appelle, sans anesthésier le veau.
ben, c'est vrai qu'on voit bien qu'il a mal. Et quand c'est un acte qu'on a du mal à faire. Nous-mêmes, on a évolué par rapport à la douleur. Nos parents ne réagissaient pas pareil. D'accord. Et même à une époque, dans les années 70, on considérait que les bébés ne pouvaient pas ressentir de la douleur, donc ils subissaient des opérations à cœur ouvert sans avoir forcément de protection contre la douleur. Bon, voilà, ça fait partie de nos évolutions. D'accord, merci beaucoup, c'est très éclairant. Il y a plusieurs mains levées. Max? Oui, non, en fait, tout ça est très intéressant, hein, merci beaucoup. Pour moi, en fait, il y a un truc un peu fondamental, c'est sur cet aspect de bien-être animal. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on essaye de… Je voulais poser dans le chat, qu'est-ce que c'est que votre définition du bien-être animal? Je ne suis pas sûr qu'on l'a tous la même, je ne pense pas. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une logique qui est, il faut qu'il puisse boire, il faut qu'il puisse être bien traité, être lavé, etc. Ce qui est, je pense, fait par la très très grande majorité des agriculteurs et des éleveurs. Par contre, je crois qu'il y a dans la société une vraie évolution sur comment on considère l'animal et comment nous on se considère par rapport à l'animal. C'est-à-dire que avant l'animal, bon, comme ce que disait Christiane, on se posait pas trop la question, on faisait ce qu'on avait à faire. Maintenant, il y a quand même cette idée que l'animal il fait partie du vivant et que nous aussi on fait partie du vivant et que quelque part on est connecté au vivant. Alors ça peut sembler très ésotérique, etc., mais je pense que ça c'est une partie des difficultés de perception qu'on va avoir par rapport à des élevages, intensifs et à ce genre de choses. C'est quasiment quelque chose d'un peu philosophique. Et je crois que c'est ça qui est en train de créer une sorte de pression, hein, au-delà des 214, de tous ces trucs-là, des positions plus radicales, on va dire. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai et on l'entend souvent, Max. En fait, on est dans une société aujourd'hui avec majoritairement citadine. Et donc, la relation à l'animal, c'est beaucoup l'animal de compagnie, le chien, le chat qu'on a chez soi. Beaucoup de Français possèdent un chat ou un chien ou un lapin. Le dorlote, le soin, lui donnent des croquettes, lui font du shampouinage, etc. Donc, il y a une certaine vision de l'animal, animal de compagnie. Un animal domestique, un animal d'élevage, on l'élève et on sait que la destination de cet animal, c'est la mort pour manger. C'est de la viande, c'est du poulet, c'est etc. Mais par contre, on sait aussi que, mais ça c'est difficile à expliquer parce que quand on est éleveur, on ressent quelque chose pour ces animaux qui est difficile à exprimer. Moi j'ai de l'attirance pour mon chien parce qu'il est sympathique, mais j'ai du respect, de l'attirance pour mes animaux, pour les regarder beaucoup, pour qu'il y ait zéro problème et que tout se passe bien. Et c'est ce que le philosophe Francis Wolff explique en disant la relation entre l'homme et l'animal, c'est co-construite. Et il y a des droits et des devoirs. Il m'apporte de la viande pour manger, et aujourd'hui, ça c'était dans la préhistoire et avant, moi il m'apporte mon revenu pour vivre, élever mes enfants, payer les études, et moi je leur dois des bons soins. C'est une relation qu'on développe. C'est dur à expliquer, mais quand une truie met bas, et je suis sûre que tous les éleveurs le ressentent, quand une truie met bas et qu'il est 11 heures du soir, ben ça nous arrache de la maison, ça nous arrache du lit, on va voir ce qui se passe si on a peur que ça se passe mal. Parce qu'on veut pas, c'est pas seulement la peur de perdre les petits porcelets, on veut pas que ça se passe mal parce qu'il faut être là, et si ça se passe mal, le lendemain matin, c'est encore plus de temps, d'ennui, et puis on sait que ça s'est mal passé et qu'on a une responsabilité de ne pas l'avoir assisté. Vous comprenez ? Et c'est ce qui fait que quand on se lève en pleine nuit comme pour aller voir nos cochons, ça peut paraître complètement bizarre et qu'il fait meilleur dans son lit, mais c'est parce qu'on se dit, flûte, je ne peux pas les laisser tout seuls. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne les aime pas, on les aime d'une certaine façon, et on essaye de leur amener tout ce qui va bien autour pour qu'ils soient bien. Et la première des choses, c'est l'alimentation, la chaleur, la santé, la bonne santé aussi, donc les vaccins pour qu'ils n'aient pas de problème et tout. C'est un environnement, c'est un tout, et on est bien quand l'élevage est bien. Vous avez vu comment Michael, tout à l'heure, il présentait son élevage, ambiance sereine, sa gambade, etc. Donc, nous, quand on a fait un nouveau bâtiment plus spacieux et qu'on a vu les porcelets courir et gambader en diagonale dans les cases, on a 30 ans de métier, 35 ans de métier, on était quand même éblouis de les regarder galoper comme ça. Voilà, c'est difficile de dire ça, mais c'est comme les gens qui aiment les chevaux et qui regardent les chevaux avec passion. Moi, je ne suis pas une passionnée de cheval, mais quand je vois les gens regarder un cheval avec passion, le faire courir, le pousser à courir, et puis l'embrasser après, c'est des relations
difficile à décrire complètement. Ben, nous, c'est avec des vaches, des cochons, des poulets. Et voilà, et c'est ça d'être éleveur. Et puis, je peux vous dire que ça nous prend très jeune. Hein. Voilà, 5-6 ans, j'étais toujours avec ma mère au milieu des vaches et des cochons. Et j'avais besoin d'y être. J'avais envie d'y être. J'étais bien quand j'y étais. C'est super intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vraiment chouette. Pierre, tu voulais intervenir. Tu n'as pas encore parlé. Oui, alors concernant l'attitude des consommateurs, je te rejoins complètement, Florence, sur le fait que l'information aux consommateurs est essentielle, d'autant plus pour des gens comme moi qui n'y connaissent strictement rien. Ceci dit, le consommateur, il a aussi le droit d'être un peu intelligent et de se servir de sa tête et de prendre les initiatives. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce soir pour essayer de comprendre quel était le monde de l'élevage de porc? C'est de ne pas me comporter stupidement. Les choses ne sont pas binaires. Je savais intuitivement que les élevages en caillebotis ou sur la paille ou en extérieur n'étaient pas aussi évidents qu'il y paraît. Et j'en veux pour preuve le document PDF que tu nous as transmis qui expose très bien les 3 cas. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'entendre les éleveurs dire oui, bien sûr, élever les porcs en plein air, c'est peut-être très sympathique, sauf que quand il fait un foie de canard, la pauvre bestiole, elle est particulièrement mal. Et si on n'a pas ce qu'il faut pour l'héberger, etc., etc. Donc le consommateur, il a le droit aussi et le devoir de s'informer auprès des sachants, de ceux qui font le boulot, et essayer de comprendre. Alors, dans cet esprit-là, j'ai 2 questions à poser à nos éleveurs Adrien Montefusco et Adrien Simon, parce que, fidèle à la manière que j'ai de procéder, j'ai un peu fouillé. J'ai découvert que Adrien Montefusco disait dans Actu Bretagne au mois de mars 2021, concernant la castration à vif qui va avoir un terme dans quelques jours, l'anesthésie, ce n'est pas probant. Alors, ça m'intéresse de savoir quel est son avis, qu'est-ce que c'est que ce pas probant. Je pense que son homologue Adrien, l'autre Adrien pourra aussi m'en parler. J'ai découvert quelque chose d'extrêmement intéressant aussi concernant Adrien Montefusco dans le Couessant. Cette histoire de codophagie que je ne connaissais pas jusqu'au terme. Et je me suis rendu compte qu'il avait déployé des efforts assez extraordinaires qui vont jusqu'à la mesure de la notation et la notation des queues de porc pour voir dans quelle mesure ils se mangeaient la queue les uns les autres. Et j'ai vu quelque chose d'extrêmement aussi intéressant, c'est qu'il pousse les choses très loin, l'Adrien. Il va jusqu'à ce qu'il appelle l'enrichissement du milieu. Et alors, il met des toiles de jute, des bouts de corde, des trucs comme ça pour que les porcs s'amusent un peu, s'occupent. Et il a fait une relation intéressante de cause à effet en disant que souvent, peut-être pas tout le temps, mais souvent, ces petites installations permettaient de contrôler la codophagie. Alors, j'aimerais bien que vous me confirmiez un petit peu tout ça. Au niveau de l'anesthésie, ce n'est pas probant. Est-ce que ça l'est toujours? Et au niveau de l'amélioration de l'enrichissement du milieu, est-ce que c'est vraiment un truc qui s'est développé et qui fonctionne d'après vous? Alors, pour ce qui est de l'anesthésie à la castration, moi j'ai fait, donc on va passer là en janvier sur l'obligation d'anesthésie pour ceux qui vont devoir castrer. Moi j'ai déjà fait des essais, je ne sais plus, fin d'année dernière ou début de cette année, je ne me rappelle plus trop, enfin bref. Le problème, donc dans la méthode dans le protocole que j'ai testé, il s'agissait d'injecter l'anesthésion dans les testicules du porcelet avant la castration. Et ça ne leur fait pas forcément du bien non plus, cette piqûre-là, quoi. C'est en ça que c'est un peu limite. Et le problème, c'est que ça rajoute beaucoup de temps et beaucoup de manipulation à l'éleveur. Donc, il va sûrement falloir qu'on s'adapte, nous aussi, et qu'on trouve une meilleure organisation pour que les choses se passent au mieux, quoi. Mais effectivement, je reste assez convaincu que l'idéal, ce serait l'élevage de mâles entiers et qu'on se débarrasse de la castration. Sauf que le marché
c'est pas ce qui est attendu, en tout cas sur le marché, par les abatteurs. Donc, moi, mon abatteur, mon client abatteur, comme je dis, il va vouloir du cochon castré, donc je vais être obligé de continuer la castration et de pratiquer sous anesthésie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, alors là, vous m'apprenez aussi un truc intéressant, c'est que ça ne dépend pas que de vous, ça dépend aussi de l'abatteur qui a ses exigences, voire peut-être même le consommateur pour des histoires de goût. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que des mécanismes de castration pouvaient influencer le goût du produit final, qui n'était peut-être pas l'idéal, j'en sais rien, vous en savez plus que moi. Mais ce que je note là dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas le seul à décider. Il y a la réglementation, mais il y a aussi toute la chaîne derrière vous. C'est intéressant. Oui, c'est pas moi du tout qui vais décider, hein. C'est mon client abatteur qui va m'imposer de savoir s'il va vouloir m'acheter des cochons castrés ou s'il va être d'accord de m'acheter des mâles entiers. Donc moi, je suis tributaire de ça et je vais devoir composer avec ça et appliquer la réglementation telle qu'elle sera au 1er janvier 2022. Pour revenir sur les queues, donc effectivement, ça fait 3 ans que je fais ces essais-là. Donc Céline Tallet m'a rejoint sur les essais par le biais de l'INRA il y a 1 an à peu près. Alors effectivement, mon but, c'était de voir ce qui se passait, puisque de manière un peu classique, hein, quand on me posait la question pourquoi on coupe les queues des cochons, je disais parce que les cochons, ils se mordent, quoi. Mais j'avais envie de voir comment ça se passait, et essayer de comprendre pourquoi c'était comme ça. Et puis j'avais envie d'essayer de trouver des solutions aussi pour ne plus avoir ce problème-là. Alors, je ne vous cache pas que je me disais, quand j'ai commencé les essais, qu'en 3 mois, j'aurais été le maître du monde et que j'aurais trouvé une solution. Et ça fait 3 ans que j'y suis et je n'ai pas vraiment trouvé de solution. Parce que c'est un sujet qui est très complexe. En fait, ce qui se passe, c'est que le cochon, toute petite contrariété qu'il peut avoir, alors dans son environnement, dans le comportement de ses congénères, ou un problème digestif ou de santé, ou j'en sais rien, ou parce que son auge va être vide un peu trop longtemps, toutes ces petites contrariétés-là, il va les passer en s'amusant avec la queue de ses congénères, et ça peut, si on s'en occupe pas, ça peut très vite déraper. Donc effectivement, l'apport de matériaux manipulables, dont les cordes, les toiles de jute, permettent de les distraire et en tout cas de faire en sorte qu'ils aillent un peu moins taquiner les queues de leurs congénères. Mais ce n'est pas une solution miracle. Voilà. La preuve en est, c'est qu'au bout de 3 ans d'essai, je n'ai toujours pas réussi à sortir 100% de cochons qui n'auraient pas été abîmés par leurs collègues. Donc voilà, il y a encore beaucoup de boulot à faire, et c'est pour ça que parce que c'était un souhait de l'Europe de nous amener à arrêter la codectomie. Donc la codectomie, c'est le fait de couper les queues des cochons quand ils sont petits. Et donc l'Europe souhaitait qu'on aille vers l'arrêt de la codectomie, et ils commencent à se rendre compte que ça va être plus compliqué que prévu. Mais c'est la codectomie à vif, c'est pas si c'était endormi, ça serait pas. Alors, il y a peut-être un intérêt qu'on peut avoir du fait de la castration sous anesthésie, c'est qu'on va peut-être pouvoir trouver une solution pour faire la coupe de la queue et la castration sous la même anesthésie. Enfin, pour moi, ce serait une piste intéressante à travailler. En tout cas, je note moi, en tant que consommateur, je suis agréablement surpris et content de voir qu'il y a des gens comme vous qui se cassent la tête pour essayer de travailler du mieux possible, qui cherchent des solutions. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas 100% idéal, mais en attendant, c'est mieux que rien. Vous avez des résultats et ça donne des axes de travail. Et ça, je peux vous dire que pour un consommateur comme moi, voilà, le fait d'en parler avec vous est une chose, le fait que ça se traduise dans les faits ensuite au moment de l'achat sera une autre paire de manches. Il va falloir trouver un indicateur
qui permettent de renseigner le consommateur sur la manière dont des gens comme vous travaillent. Il faudra que ce soit simple, que ce soit efficace, que ça ne prenne pas de place. Vous imaginez que là aussi, il y a quantité de boulot à faire. L'information du consommateur, comme je disais tout à l'heure, on peut faire comme moi et se prendre par la main et aller chercher l'information. Mais pour beaucoup d'autres consommateurs aujourd'hui, l'information, il va falloir qu'elle apparaisse sur les emballages et ça va être un sacré challenge que de ce que vous faites, vous, actuellement, puisse être visible du consommateur. On a du boulot. Merci beaucoup. C'est en train de se faire, hein, ce challenge d'étiqueter les produits sur le bien-être, les conditions d'élevage. C'est en discussion avec les filières, les chercheurs, les ONG. Donc ça va venir l'année prochaine, normalement. Ce sera sur la base du volontariat. Hein. Chaque éleveur pourra décider de s'engager ou pas, mais ça va venir, hein, la transparence sur les conditions d'élevage. C'est l'avenir. Tout à fait. On arrive bientôt à la fin de notre petit débat. Je vais d'abord donner la parole à Henri qui a levé la main. Et puis après, ce que je vous propose, c'est que chacun dise ce qu'il a retiré du débat, ce qui lui a plu ou ce qu'il a appris et transmettre la parole à quelqu'un d'autre. On fait ça très vite pour que chacun reprenne la parole une fois avant qu'on se dise bonsoir. Donc d'abord Henri, puis Henri, je vous laisserai donner la parole à quelqu'un pour qu'il fasse sa phrase de conclusion et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se soit tous dit un petit mot. Voilà. Merci. Alors, très rapidement sur la castration et la codophagie. Donc, la réglementation évolue et nous amène demain, parce que c'est le 1er janvier, que la gestion de la douleur va être obligatoire. Et c'est très bien. Je crois qu'en tant qu'éleveur, on est tous favorables à ce genre d'évolution. Les difficultés qu'on a aujourd'hui, on est le 16 décembre, c'est qu'on ne connaît toujours pas dans quelles conditions, au 1er janvier, on va devoir travailler. Nos acheteurs, notamment les abatteurs, veulent nous imposer des règles qui sont aujourd'hui inacceptables et ce sont des marchandages. Il faut savoir que, évidemment, cette gestion de la douleur, elle a un coût en termes de temps de travail, produits, etc. Mais qu'on est sur des discussions de chiffonniers. On est en train de discuter sur 1 centime du kilo pour les producteurs. Ça déplace, vu les volumes de porc à l'année, ça déplace des sommes énormes. Mais quand on ramène au produit final, c'est insignifiant. Mais on est sur ces batailles-là aujourd'hui. On est dans un marché économique qui est très dur. Il n'y a pas de cadeau de nulle part. Et les éleveurs voudraient avancer vite, plus vite et suivre la société. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de facteurs. Donc, moi, pour conclure, le message que je voudrais dire, c'est que je pense que le message du bien-être chez les éleveurs, c'est la très, très grande majorité. Il est bien reçu. Ça redonne du sens à notre métier. Mais non, il y a ce que le citoyen demande et il y a ce que le consommateur achète. Et le nœud, moi, il est là. Si les consommateurs achètent tel type de produit, eh ben, la production s'orientera vers là. Alors, il y aura probablement beaucoup de niches, beaucoup de producteurs différents, mais je crois que le message chez les éleveurs et chez les collègues que je fréquente, c'est que le bien-être, il est compris, mais on est obligé de s'inscrire dans une filière et ce n'est pas toujours si simple et on voudrait suivre plus vite, je pense, le consommateur qu'on ne le peut. Voilà pour conclure de mon côté. Merci beaucoup, Henri. À qui donnez-vous la parole? Ah, écoutez, je ne sais pas, peut-être un citoyen, on n'a pas entendu depuis quelque temps, je ne sais pas, je ne suis pas maître de tout ça, excusez-moi. Eh bien, on va dire à Mathis, tiens, voilà, un citoyen, notre citoyen référent. Pour le bilan, c'est ça? Voilà, pour le bilan. Ouais, j'ai trouvé cet échange très intéressant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on avait pas mal d'éleveurs donc on avait pas mal d'informations que nous, forcément citoyens, on n'avait pas forcément. Mais voilà, je regrette un tout petit peu qu'on n'ait pas plus parlé d'environnement. Je crois que je suis pas le seul parce qu'on a quand même pas mal de choses là-dessus, surtout moi en tant que jeune. J'ai entendu dire que l'environnement, il fallait pas trop se focaliser sur l'environnement, mais moi, c'est vraiment ça qui va définir mon avenir. Donc, moi, je trouve qu'il faut justement, on n'en parle pas assez. Mais sinon, voilà, je pense que c'est très intéressant ce qu'on a dit sur le bien-être, sur les différents. Que voilà, le caillebotis, c'était pas forcément ce qu'il y avait de pire. Enfin, donc il y a des choses très intéressantes et donc voilà, je suis plutôt content. Et puis voilà, si quelqu'un souhaite m'inviter dans son élevage pour que je vienne visiter, moi je suis totalement ouvert.
Moi, de base, je suis de la campagne, là, je suis à Sciences Po, mais j'aime bien aller voir sur le terrain aussi. Donc, voilà, je suis totalement ouvert et je ferai ça avec plaisir. Merci Mathis. À qui donnes-tu la parole? Ben, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Normalement, ce serait toi, Florence. Donc, je ne sais pas si tu veux. Non, moi, Sinon, c'est Céline. Oui, merci. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié aussi le débat et l'ouverture de nos citoyens qui sont prêts à connaître, à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans les élevages pour démystifier un peu tout ça. Donc, je trouve ça bien. Je pense qu'on va continuer à agir dans la transparence et dans l'évolution en cohésion avec nos éleveurs. Merci beaucoup, Céline. À qui donnez-vous la parole, Céline? Eh bien, je ne sais pas, à Philippe. Alors, merci de me donner la parole. Bon, les échanges ont été fructueux, mais effectivement, on n'a pas abordé le problème de l'environnement. Je peux vous dire que les éleveurs ne font pas n'importe quoi. C'est que le lisier ne va pas à la mer, il est stocké, il est épandu dans les parcelles avec des dates qui sont très précises. Et aussi, le reste est souvent, on extrait l'eau et elle est exportée, enfin pas exportée, mais elle va dans les zones céréalières telles que les miennes pour être épandue et pour éviter d'acheter de l'engrais de synthèse. Merci beaucoup, Philippe. À qui donnes-tu la parole? Eh bien, à Pierre. Bon, écoutez, si vous me permettez cette expression, moi j'ai appris des cochonneries intéressantes ce soir, grâce à tout un tas de gens. Hein. Bon, vous comprenez le sens de ma phrase. Ceci dit, merci vraiment pour ce débat. Comme d'habitude, hein, c'est récurrent à Open Agri-Food d'éclairer les citoyens sur tout un tas de sujets. Je profite des quelques secondes qui me restent pour vous dire que dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, le citoyen peut se prendre en charge. C'est ce que je fais. Je participe actuellement à un MOOC, donc une formation à distance sur le bien-être animal qui est dispensée sur FunMOOC, si ça parle à certains d'entre vous. Ça va me permettre de dire peut-être un peu moins de conneries en tant que citoyen, et je pèse mes mots, vous voyez, donc je suis très critique vis-à-vis de moi-même, mais au moins d'en savoir plus sur un sujet où je n'y connais rien. Moi, j'aime bien, quand j'y connais rien, en connaître un peu. Donc, grâce à vous et aux éleveurs, il y a d'autres gens, voilà, je vais progresser. Puis après, il y a la démarche personnelle. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Je passe la parole allez, à Barbara, suite des citoyens. Ok, oui, pareil, un peu comme Pierre. Par contre, moi, ce que j'ai adoré ce soir, dans le cadre de l'Open Agri-Food, on a souvent, et à chaque fois, de toute façon, dans les débats aliments engagés, on échange avec des agriculteurs. Et moi, je sais bien, je le dis à chaque fois, mais moi, j'aime les agriculteurs, je suis fan de tous. Par contre, alors, oui, Philippe aussi, les céréaliers, bien sûr, mais ce que j'ai trouvé ce soir et ressenti, c'est vraiment ce qu'essayait d'expliquer Christiane. Moi, j'ai été très touchée par cet engagement et on sentait qu'il y avait quelque chose de plus qu'on retrouve peut-être pas forcément dans les céréales. C'est tout aussi noble de faire pousser des plantes et du maïs et ça demande énormément de travail, de connaissances. Mais là, il y avait aussi toutes ces connaissances. Donc, j'ai appris énormément de choses. C'est super. Mais il y a aussi ce lien qu'on ressent et qui est exprimé vraiment par tous les éleveurs qui étaient là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti très fort. Et ça, c'est quelque chose où malheureusement, le citoyen, on est déconnecté de ça et on mélange des fois un petit peu tous. Je reviens à ce que je disais au début. Il faut que chacun prenne sa part, le citoyen, le politique, l'éleveur, ok, soit, mais l'éleveur, je trouve, ils en font déjà énormément parce qu'ils essayent de s'améliorer avant même qu'on leur demande. Nous, on n'a souvent pas l'information ou la connaissance. Je rejoins complètement Pierre sur ça. On manque de connaissances au sens de savoir et c'est ça qui est un petit peu dommage. En tout cas, moi, je remercie vraiment beaucoup les éleveurs de leur témoignage ce soir et de leur engagement. Et comme j'ai dit dans le chat, ils ont au moins le mérite d'essayer, de continuer à chercher et de ne pas renoncer alors que ce n'est pas facile du tout, quoi. Et donc, moi, je passe la parole à Christiane, évidemment. Merci beaucoup. J'avais lu l'article sur les essais d'Adrien Montefusco et j'avais trouvé effectivement très intéressant qu'ils disent « J'ai essayé de trouver une solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvée ». Il y a dans cette phrase-là, et puis je crois qu'il l'a dit ce soir, Pierre, vous l'avez soulevé,
tout ce qu'on est, nous les éleveurs. C'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer, mais parfois on ne trouve pas. Donc ça nous amène aussi à être très humble et puis à se dire finalement on voudrait faire mieux, mais soit on ne peut pas parce qu'économiquement ça ne passe pas, soit on ne peut pas parce que techniquement on n'a pas les solutions, et ce qui fait qu'on n'est pas du tout donneur de leçons ou péremptoire, mais on cherche, et vous voyez que tous les éleveurs qui sont là essayent. Alors Pierre, vous l'avez dit avec vos mots, déjà bravo pour suivre ce MOOC que je ne connaissais pas, je vais aller le consulter pour voir qu'est-ce qu'il s'y dit. Je ne sais pas où habite Mathis, mais il y a sûrement des porcheries pas loin de là où il habite. En tout cas, chez tous ceux qui sont ici, il est le bienvenu. Nous, on accueille très souvent des gens dans notre élevage. Et en général, quand ils quittent l'élevage, ils disent « Oh là là, mais c'est vachement bien, c'est bien plus propre que ce qu'ils nous montrent à la télé. » Bon, déjà ça, on est content quand ils partent. Et moi, je connais beaucoup d'éleveurs qui ouvrent leur élevage. Même quand ce n'est pas super propre, nickel neuf, comme chez Michael Guillou. Mais on est tous, d'abord parce que quand nos bâtiments ils ont 15 ou 20 ans, ils vieillissent, mais on les entretient, etc. Mais on a un énorme besoin de dire, parce que dans ce que vous avez dit, Mathis, avec la fougue de votre jeunesse, que ce soit par rapport aux algues vertes, L214, l'intensif, le BEA, c'est la litanie des attaques répétées sans toujours savoir qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Parce que l'intensif, vous avez eu du mal à le définir. Donc, il y a une espèce de bruit de fond qui est passé critique en direction de l'agriculture. Et nous, on est sincères et on a envie de dire, non, venez voir notre métier, vous allez voir, on va vous dire, on va vous expliquer. On travaille tous les jours, parce que les animaux, ça mange tous les jours. Un éleveur ne part jamais en vacances sans confier son élevage à quelqu'un. Ça n'existe pas. Si on n'a personne à qui confier notre élevage, on ne part pas. On reste au pied de l'élevage. On s'occupe de nos animaux. Jamais on les laisse tout seuls. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Après, il y a les réalités économiques. Moi, je dis que sur 40 ans de carrière, j'ai bien vécu grâce à la production porcine. Il y a eu des hauts et des bas. En ce moment, c'est un bas terrible. Mais on va faire face, on est habitué. Et on a tellement besoin d'en parler et d'expliquer pour tordre le cou aux idées reçues que moi, je remercie vraiment les gens d'Open Agri-Food de faire ce genre de choses. Mais on voit aussi qu'il y a différents types de consommateurs et de citoyens. Il y en a des curieux, il y en a des critiques, il y en a des volontaires. Et puis pour finir, je dirais que tout à l'heure, quelqu'un a dit que ça coûtait cher. Ouais, c'est vrai que pour castrer les cochons en anesthésiant, le chantier de castration, pour organiser le travail, c'est 30% de temps en plus. À ce temps-là, il va falloir le payer. Soit c'est notre temps, nous, et on y passe plus de temps, soit c'est le temps de nos salariés et on va les payer. Et puis celui qui a parlé, je crois que c'est Adrien, quand on va faire une piqûre dans le testicule du cochon, on se dit « Ah là là, mon Dieu, ça va lui faire mal ». Quand le dentiste me fait une piqûre dans la gencive avant de m'arracher une dent, ça me fait très mal aussi. Hein. Alors, il y a la symbolique d'accord, du testicule et tout ce que vous voudrez. OK, mais enfin, une piqûre, par définition, ça pique, où que ce soit. Donc, on en arrive finalement à se poser presque plus de questions pour ce qu'on va faire sur les animaux que ce qu'on peut dire ou faire sur les humains. Et parce que ça coûte, on a vraiment besoin que vous, les consommateurs, vous cherchiez le logo viande de porc français. Viande de porc français, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire plus et mieux dans nos élevages. Alors, il y a une formule que j'aime bien, qui est il faut vraiment éviter d'avoir le réflexe citoyen de bon matin, puis consommateur dans le quart d'heure. C'est-à-dire que quand on est devant le rayon et que ça coûte un peu plus cher parce que c'est du porc français, il faut quand même le prendre. Et prenez-le en passant à Adrien, aux deux Adriens d'ailleurs, ils s'appellent comme ça, à Henri, aux éleveurs que vous avez vus, parce que dans votre assiette, 3 fois par jour, derrière votre assiette 3 fois par jour, il y a un agriculteur. Il fait du lait, il fait des légumes, il fait des céréales, il fait de la viande, de tout ce que vous voulez. Mais franchement, c'est une vraie richesse d'avoir des agriculteurs. En plus, la campagne est belle parce qu'elle est cultivée partout. La Bretagne est la première région destination touristique de France. C'est quand même qu'elle est super jolie, la Bretagne. Il y a des côtes magnifiques, un intérieur des terres magnifiques. Oui, il y a des porcheries. Et c'est la région qui a fait le plus d'efforts et de progrès chiffrés, validés par la préfecture, pour réduire le taux d'azote dans l'eau. C'est la région qui a les meilleurs résultats aujourd'hui en diminution de l'azote dans l'eau, qui est en dessous des critères. Et ils ont atteint les critères qu'il fallait obtenir. Donc oui, il y a encore des algues vertes, mais c'est multifactoriel. Et il y en aura toujours avec le réchauffement climatique, parce que les eaux stagnantes, ça donne ça. Mais je vous invite à aller sur le site de la préfecture de Bretagne. Il y a les courbes dont je vous parle. Merci beaucoup, Christiane. Où vous habitez, Mathis? Où est-ce que vous habitez, Mathis? Dans quel département? Alors, normalement, je suis dans le Bas-Rhin, mais là, je suis à Paris pour les études. Ah, dans le Bas-Rhin, il y a plein d'éleveurs sympas. Quand vous y retournez, on va venir chez toi, Christiane, avec Mathis. Si vous voulez. Enfin, il y en a des plus près. Hein.
Qui n'a pas… Dominique, on fait très très vite là, une ou deux phrases, pas plus, pour pouvoir vraiment finir oui, dans les temps et pas la parole. mobiliser. Ceux qui n'ont pas fait leur conclusion, une ou deux phrases. Dominique, est-ce que tu veux prendre la parole? Ah, tu n'as pas le son. On n'entend pas. Ah, on n'entend toujours pas. Zut. C'est bon là. Emmanuel, en attendant que… Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon? OK. Ouais. Donc, merci pour tous ces échanges et surtout pour toutes les informations des éleveurs. Il y a plein de choses que j'ignorais et je suis très content d'apprendre ce qui se passe chez vous. Et maintenant, c'est aussi effectivement aux consommateurs de faire quelque chose pour comprendre et arrêter des fois dire n'importe quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Emmanuel. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'était vraiment bien de pouvoir échanger tous ensemble. C'est vrai qu'il y a plein de façons d'aller rencontrer des éleveurs, hein. Il y a des salons aussi, hein. Il y a le salon de l'agriculture. Nous, à l'association Bleu en Cœur, on fait des réunions locales un peu dans toutes les régions. C'est toujours bien d'échanger avec les éleveurs. Et après, le top, c'est aussi d'aller visiter directement les élevages. Et je voulais encore saluer les éleveurs parce qu'ils font beaucoup d'efforts sur le bien-être, sur l'environnement. On parlait des cultures tout à l'heure, mais aujourd'hui, les éleveurs avec les fabricants d'aliments, ils veulent vraiment bien soigner les animaux et ils veulent aussi devenir aujourd'hui, ils font des efforts pour devenir vraiment indépendants au niveau de l'autonomie protéique, donc vraiment de cultiver les céréales, le pois, la févrole et d'avoir vraiment une alimentation 100% française. Donc voilà, ça on ne le voit pas, mais il y a beaucoup de travail qui est fait au quotidien par les éleveurs. Merci beaucoup, Emmanuel. Lucie, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Je m'en vais, hein, merci. Au revoir, Max. Au revoir. Au revoir, Barbara. Oui. Allez-y, hein, ceux qui doivent partir. Lucie, vas-y. Merci. Je vais essayer d'être rapide. Donc, merci aussi pour ces échanges qui sont super intéressants. Et c'est rare les lieux où on croise pro-citoyens dans un même espace et en discussion calme. Donc, c'est très chouette. Moi, ce que je voulais dire, c'était que à entendre tout le monde, finalement, on sent qu'il y a un besoin, une demande du consommateur à avoir une information claire et précise sur les produits qu'ils achètent. Finalement, on n'attend que ça, tous, j'ai l'impression. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, la définition du bien-être animal, c'est pas si simple. Je pense que ça doit être fait avec précision pour qu'on parle tous de la même chose, qu'on soit éleveur ou consommateur ou citoyen. Et donc ça va passer effectivement par la science, je pense, hein, qui doit apporter un certain nombre d'éclairages sur des choses très précises, objectives et voilà, qu'on n'y mette pas des images d'Épinal derrière. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Adrien Simon. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ouais, donc je vous remercie pour cet échange, ces débats. Parce que pour faire un peu une histoire de la pollution porcine, on nous a demandé de produire après la Seconde Guerre mondiale. Après, on nous a demandé de respecter l'environnement, ce qui a été fait dans les années 90, début 2000. Et on l'a fait avec brio, comme dit Christiane. On respecte maintenant les normes au niveau des quantités d'azote, de nitrate dans l'eau. Maintenant, on nous demande le bien-être animal et on sait très bien que ça sera fait. On y arrivera. Ouais, c'est un challenge et c'est pour ça que j'aime bien ce métier-là, c'est qu'on a toujours des challenges à relever. Alors après, il faut nous laisser peut-être un peu de temps aussi pour adapter ce nouveau challenge. Voilà. Merci beaucoup. Merci Adrien. Est-ce que tout le monde a fait sa petite phrase de conclusion ou est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Adrien, pardon. Adrien. Le deuxième Adrien. Il y a Dupont et nous, c'est Adrien et Adrien. Non, je suis très, très satisfait de nos échanges aussi. Et si ça peut rassurer les consommateurs qui nous écoutent, c'est que nous, éleveurs, on n'est pas dans une tour d'ivoire. On est pour eux aussi à ce qui se passe dans la société. Et donc, voilà, c'est notre quotidien aussi d'essayer de nous adapter à ce qui est attendu. Voilà. Merci à tous.
Un grand merci à tous. On arrive au bout. Le prochain rendez-vous des Aliments Engagés, c'est le 10 février à 18 h. Et là, on parlera de la viticulture et de la main-d'œuvre saisonnière. Un autre sujet totalement différent, mais très, très important pour l'agriculture. Donc, 10 février, 18 h. Et puis, on aura certainement aussi un débat des Aliments Engagés sur l'éducation à l'alimentation, OSIA. Et évidemment, on vous enverra tous les liens, tout ce qui va bien pour pouvoir le suivre. Voilà. En tout cas, un immense merci à tous d'avoir pris du temps pour venir échanger, confronter vos points de vue, nous apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Mangez du cochon. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.